à tous, nous sommes dans la librairie Landilong Solo. Nous sommes avec des invités qui vont nous parler de leur parcours ainsi que de leurs projets. On va commencer par le sport, notamment avec Mohamed Jami. Mohamed Jami, pourrais-tu te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Mohamed Jami, l'un des pionniers de la boxe thaï en France, champion d'Europe. J'ai publié un livre avec mon ami Philippe Mouton qui s'appelle Le ton du jaguar. Merci. Merci Mohamed. À côté de toi, nous avons Jean-Marc. Ouais. Jean-Marc, tu as fait ta maison d'édition. Pourrais-tu te présenter? Ah ben voilà, on a monté une maison d'édition avec mon pote Joseph. Ben vous êtes ici. Là on est chez Joseph, là, dans sa maison, sa librairie. Et on a voulu ensemble voir et approfondir sur la littérature racailleuse. Ça c'est bien. Parce que on est carrément évité de toutes les maisons. Parce qu'on amène un nouveau style. Et les gens n'aiment pas trop ça. Ça dépend. Il y en a qui aiment, et d'autres non. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils ont tiens mais comment ça se fait que ces gens-là écrivent? Ils ont été chercher cette bouffe. Parce que pour écrire, il faut manger. Et nous, on mange. Mais on lit pas. Et ben maintenant, on arrive à manger et à lire. Voilà. D'accord, merci Jean-Marc. Nous allons revenir sur tes projets un peu plus tard, Ouais. après Ça la roule. présentation. À côté de toi, nous avons Amadi Guela. Ouais, c'est ça. Voilà, tu as écrit un livre justement. Pourrais-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, bah, mon prénom et mon nom, tu viens de les dire. Donc, c'est Amadi Guela. Effectivement, je viens d'écrire mon premier livre qui s'appelle De béton et de plumes. Et là, il est sorti le 2 mai, voilà, chez Hello Éditions. Donc, c'est un bouquin qui, on va dire, entre un recueil de nouvelles et un roman. Il peut être apparenté à un roman aussi parce qu'il y a des personnages récurrents qui reviennent au moins une fois dans le récit. Et voilà, c'est un récit qui se passe entre Paris et la banlieue avec plein de thèmes qui me tiennent à cœur, ou qu'il y a dans les quartiers populaires, des questions vraiment qui concernent les héros du quotidien, on va dire. Donc il y a la gentrification, la souffrance au travail, la discrimination, les choses comme ça, quoi. Voilà, C'est super. voilà. Merci Ahmed. Merci. À côté de toi, nous avons Soleiman Boel, scénariste, écrivain. Soleiman, pourrais-tu te présenter? Oui, bon, Pour ceux qui bonjour. ne connaissent pas où Bon, tu as grandi, s'il te plaît. bon, alors, du coup, moi, je suis né à Trappes. J'ai grandi entre Dreux et la Seine-Saint-Denis. Je suis donc scénariste, écrivain. Je suis également animateur du Don't Give Up Show et animateur de l'émission La Plume des Quartiers. Je suis auteur du livre Jusqu'à la mort du franc CFA qui aborde le sujet, le colonialisme monétaire. Et l'histoire se passe entre Niamey, la capitale du Niger, et Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup. Merci à toi Soleiman. Bah, justement, nous allons parler de littérature. Selon vous, pourquoi la littérature n'est pas assez mise en avant pour vous en France? Tu parles de notre littérature. Non, en général. En Les général, livres, la littérature, elle est mise en avant? elle est mise en avant. Alors laissez tomber. Moi, je ne suis pas trop Ouais. littéraire, donc je sais Mais si, pas. non, mais il faut continuer là-dessus. D'accord. Elle est mise en avant pour un certain public. Mais l'autre public, Alors je vais c'est ce que je disais tout à reformuler ma l'heure. question. Non, mais c'est très bien. L'autre Je veux public, dire, qu'est-ce que mais- vous pensez de la littérature en France? Et comme ça, au moins, vous Bah, direz- personnellement, moi, rien à foutre. D'accord. Mais t'as une boîte d'édition, non? Oui, mais ça m'intéresse pas. D'accord. Ok. Alors, on va reprendre sur ça. C'est toi qui fais les questions, poteau. Ouais. Allez-y, ah oui. Ouais. Mais il faut rester. Mais il faut dire les choses. Bah, C'est pas de vrai. souci. Tu t'exprimes, mon frère. C'est T'exprimes, mon chacun frérot, responsable du chacun truc. dit ce qu'il veut Ouais. dire. Attends, j'ai commencé à écrire. Moi, les portes, tac, fermées, va te faire enculer. C'est bon. Après, moi, je suis. Non, mais je t'explique. T'es à l'ancienne. Je t'explique l'histoire. Je suis arrivé sur Paris. C'était quoi 2010. Je suis arrivé à Paris. J'avais déjà commencé à écrire déjà avant, mais j'écrivais déjà. J'ai mis un éditeur. Il m'a lâché parce qu'il a compris que c'était Clovis. Ah ouais. Clovis qui m'avait pressé. Un copain à lui. Il m'a dit tiens, j'ai un copain dans le sud. Il m'a dit ouais et tout. Le mec, je lui passe le livre. Il me dit ok, le livre. Il dit ah non, ok, je l'édite. Après, il dit ah ouais, je flippe. Et il pouvait pas. Il a dit bon, ok, il a arrêté. Moi, je me suis auto-édité. J'en ai vendu 300. Après, j'ai arrêté. Et un jour, je viens ici. Ça doit être en 2002, je sais pas, 11, 12. Et je viens, je vois Cette librairie. cette librairie, Ouais. comme ça, et je vois son père, là, Michel, c'est Michel Sidon, c'est un écrivain. Ok. Et Michel, il me dit, on parle rien. Et il me dit, t'écris? Je dis, ouais, j'ai un bouquin, mais si tu veux, vas-y.
Alors j'ai une question à vous poser pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de la littérature en France? Qui commence. Ah, non, mais là on est là pour parler aussi des livres, de vos projets, non? Parce que moi, vous m'avez dit on parle Alors, de littérature. Je trouve que, selon moi, bon, c'est pour ça qu'on a fait l'émission La Plume des Quartiers sur Radio Fréquence par le pluriel. C'était justement pour mettre en avant les auteurs, parce que il y a beaucoup d'auteurs qui sortent finalement, qui ont très peu de médiatisation sur de très bons ouvrages qui sortent. Donc nous, ce qu'on avait vu sur l'émission Radio Fréquence Paris Pluriel, c'est que sur la grille de programme, il y avait pas d'émission littéraire, où il me semble qu'il n'y en avait qu'une. Et l'idée, c'était justement de mettre en avant, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs justement qui ont sorti des ouvrages, mais qui n'ont pas assez de visibilité sur C'est la première question que je vous ai dit. Pourquoi la littérature n'est pas assez mise en avant? Je pense que dans tout type de livre, ce que j'ai compris. Hein. dans tout type de livre, il y a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres, et qu'il y a certains sujets qui sont pas forcément mis en avant de par les revendications qu'ils peuvent porter. Maintenant, je pense que c'est pas forcément... tout dépend aussi après du travail éditorial et de la maison d'édition sur lesquelles on sort. Parfois, où il y a des auteurs qui sortent sur des petites maisons d'édition et les moyens ne sont pas les mêmes. Donc on sait très bien qu'une grande maison d'édition va sortir ils vont avoir un réseau, ils vont avoir des gens qui sont mis en place, et plus facilement, ils vont poser leur auteur et ils vont bénéficier de tout le réseau de la maison d'édition. Voilà, Souleymane, il a bien résumé le truc. Il y a plusieurs facteurs. Tu as déjà, premièrement, tu as certains sujets peut-être qui ne sont pas forcément vendeurs, ou qu'en tout cas, l'intelligentsia, elle considère pas trop vendeur comme sujet, quoi. Et à côté de ça, effectivement, tu as le poids des maisons d'édition. Donc tu as aussi des auteurs des quartiers, tant mieux pour eux, qui ont été repérés par des maisons d'édition qui ont quand même pignon sur rue, entre guillemets, et qui sont plus médiatisés que d'autres. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment un genre de littérature des quartiers ou quoi? Je ne suis pas convaincu qu'on puisse dire que c'est un genre à part entière. Mais après, c'est pas seulement pour la littérature en vérité, c'est toutes les initiatives qui viennent des quartiers en France. Quand tu dis banlieue en France, tout de suite c'est connotation négative. On va jamais te parler des réussites qu'il y a en banlieue, on va jamais te parler des grands sportifs qu'il y a en banlieue, on va jamais te parler de ces... Ouais, comme Mohamed Jami par exemple. Banlieue, il se passe des choses formidables, il y a des choses... Il y a des événements culturels qui se passent en banlieue. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent, mais toujours négatifs. En vérité, la littérature des quartiers, je pense que c'est un petit peu ça. Elle souffre un petit peu de la connotation négative qu'il peut y avoir, une sorte d'a priori, quoi, en vérité. D'ailleurs, je voudrais profiter de l'émission pour passer le big up à Zakaria Haroussi, qui a coécrit le livre 19e quartier de combat, il y a déjà 4 ans. Et il est à l'initiative, justement, des rencontres. Ils ont créé ça avec Freddy Dzonga. Et qui est une très belle initiative, justement, les rencontres de la littérature des urbaines, en fait, littérature urbaine. Et ils ont fait la 2e édition cette année, et avec des prix, etc., et des rencontres, et donc ils sont en train vraiment d'essayer de faire ce qu'il faut pour que la littérature urbaine, au sens large, ait un petit peu plus pignon sur rue, tu vois. Après, je ne vais pas m'étendre 50 ans, mais en vérité, c'est pas spécifique à la littérature. C'est pas spécifique à la littérature. Quand tu regardes la musique, c'est pareil. Aujourd'hui, le rap, c'est super vendeur. Mais à une époque... T'as vu, le rap, c'était pas un truc sérieux. Les gens, ils prenaient pas ça au sérieux. En fait, les écrivains dans les quartiers, les gens qui viennent des quartiers populaires, on les prend pas au sérieux, en vérité. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour certains, la littérature, c'est un petit peu on va dire, un concours de circonstances. Tu vois, pour moi, la littérature, j'ai arrêté très tôt l'école, des scolarisations très prématurées, et j'étais pas forcément quelqu'un qui lit. Maintenant, la littérature, pour moi, elle m'a servi de moyen de substitution pour faire exister des histoires. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas de moyens pour faire des films. Et le fait de pouvoir écrire des histoires, ça permet justement de faire naître des histoires et de leur donner une vie. Pour après, plus tard, en faire des adaptations cinématographiques. C'était ça le projet. Mais quand tu regardes le premier ouvrage que j'ai publié, qui raconte en fait l'histoire d'un hacker qui hack les plus grandes multinationales, l'idée c'était de partir sur cette idée-là, pour après, tu vois, le faire une adaptation cinématographique. Comme l'histoire se passe pour dénoncer la pollution pétrolière des grandes multinationales dans le delta du Niger, moi je me voyais pas
avoir aucun moyen à partir dans le delta du Niger pour faire comment exister l'histoire. J'avais même pas un ordinateur chez moi. Donc j'allais au Biche de Saint-Denis, c'est une maison de la jeunesse, la MJC de Saint-Denis, et j'écrivais là-bas. D'accord. Tu vois. Donc ça a été un moyen, tu vois, la littérature de s'exprimer et de trouver, tu vois, un moyen pour faire exister des histoires, quoi. C'est ça en gros que nous on fait, c'est que on se débrouille avec les moyens qu'on a, quoi. C'est ça. D'accord. Tu vois. Exactement, ouais. Et Jean-Marc, tu as une boîte aussi d'édition. Ouais. Pourrais-tu nous en dire plus, s'il te plaît? Bah, la boîte d'édition, on l'a montée il n'y a même pas 2 mois, 2-3 mois. On s'est dit, oui, comme moi, je suis de banlieue à la base, avant d'arriver à Paris à Intramuros. Je me suis dit, j'écris, mais voilà, c'est bien, mais j'aimerais bien écouter les autres, ou lire les autres. Et voilà, et on s'est dit, on monte cette boîte et on va essayer de découvrir pas des nouveaux talents, mais des gens qui écrivent. Maintenant, Mettre en avant des artistes. mettre en avant des artistes, des auteurs. Alors c'est une maison on a eu l'idée de mettre un compte d'auteur. Si le livre il nous plaît, on l'édite avec les moyens du bord. Et si il nous plaît pas, je te dis la vérité, voilà, et ben, il paiera. Ce sera 3 francs 6 sous, on va pas mettre un truc à 500 balles comme les maisons d'édition, tu donnes 2500 €, je te sors ton livre et tu te retrouves partout. Faux. Tu encaisses ton argent et tu le reverras plus. Et ton livre, je sais pas ce qu'il en a fait, il a foutu ça en papier toilette. Maintenant, c'est encore plus relou, mais bon voilà, c'est ça l'histoire. Maintenant, il faut il faut promouvoir c'est la Des banlieue, nouveaux quoi, talents. la banlieue, ouais. Après, nous, cette maison d'édition, quand tu regardes bien, ici, tu vois, sur Paris, depuis que je suis arrivé, moi, quand j'ai découvert cette maison d'édition, je te dis franchement, ce qui m'est arrivé. Son père, il est arrivé, et on dirait que j'étais pisté. Je suis rentré ici, il y a un mec qui me suit, je vois une tête rasée. Je crois que c'était un skinhead. Il me regarde méchamment, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vois son père, Michel Sidbon, propriétaire, il regarde le type. Je crois qu'il avait envie de le chasser, et le type, il me dit, tu veux rester ici? Je dis, quoi? Et là, ça a commencé. Et Michel, il a dit, dégage et tout, rien, il a commencé à gueuler et tout. Ouais, pas de mec, c'était les fascistes, ouais, les trucs comme ça, tu vois. Il m'a demandé le type si je voulais rester ici. Je dis, mais ça va pas ou quoi? Et là, ça a commencé. Et après, j'ai appris qu'il y avait des antifas, nanani. Tu vois, je connaissais, mais nous, en banlieue, on connaît pas les skinheads. C'est sur Paris. Ouais, plus. Nous, on n'a jamais vu un skinhead. Chaque- On voit des blancs. C'est vieux, ça c'était les années 80. Ouais, voilà. Ouais. Et eux, c'était en 2012 que ça s'est passé. C'était les derniers. Ça devait être, j'en sais pas, j'en sais rien. Le mec, C'est ouf. Et lui, il l'a reconnu tout de suite. Ah, voilà. Je dis, ok. Je suis resté là. Et puis voilà. Maintenant, nous, on n'est pas dans le. Tu vois, ici, c'est pas un style, on va dire, les antifas, ceci, cela, gna. Mais si on peut attirer, on veut attirer aussi. Il n'y a pas que la racaille ou les Zoulous, 93 ou 95, tu vois. Il y a aussi des punks, tout l'univers des mecs de la rue, tu vois, qu'on souffre. Nous, on est preneurs. On veut bien écouter toutes ces histoires-là. Tu vois. Ok. On veut un mélange de tout, tu vois, de la rue. Maintenant, les skinheads, ils viendront jamais ici écrire un bouquin, ou parler d'un bouquin, je veux dire, ou venir nous En fait- demander, tu vois. En fait, je trouve que aussi l'initiative de Jean-Marc est très intéressante. Pourquoi? Parce que ça permet justement aussi d'ouvrir des volets sur des sujets peut-être des fois qui sont pas assez mis en avant. Le travail aussi de Mohamed pour son ouvrage sur la boxe, lui, c'est une histoire qu'il a pleinement vécue, puisqu'il a vécu cette période. Et quand on prend son ouvrage, puisqu'on a eu l'occasion de le recevoir dans l'émission La Plume des Quartiers, on voit qu'il y a vraiment une partie historique de la venue de ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est très immersif. On trouve vraiment les détails de la boxe avec des anecdotes, on voit des photos de combats que pour certains qui sont vraiment, on va dire, intéressés par ce milieu, c'est vraiment un ouvrage de grande qualité et même c'est, on va dire, quelque chose d'historique pour quelqu'un qui va faire soit une thèse ou un sujet la s'intéresser boxe. sur ça. Bah, lui en fait il aura ce mouvement-là. Et quand tout à l'heure tu parlais de Freddy Zokanga, il disait que il y a certains ouvrages
c'est comme en fait la mémoire des gens. Ça veut dire que quand tu écris une histoire, eh ben, tu donnes la possibilité aux gens qu'elle ne soit pas falsifiée. C'est-à-dire par exemple, si demain tu écris quelque chose sur la boxe, bah, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont peut-être te contredire ou moins te contredire parce que justement tu as ramené des faits exacts et tu as posé justement des réalités sur ce monde-là puisque tu es acteur de ce monde-là. Donc c'est important en fait de faire ces témoignages écrits. Même si pour certains, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est que pour des gens qui ont des causes à défendre, des histoires à raconter, personne d'autre que vous peut mieux raconter votre histoire que vous-même. Oui. Que vous-même. C'est-à-dire, prenez le temps de mettre à plat l'histoire que vous voulez raconter et développez-la. Et il est important que vous la racontez et que vous ne laissiez personne d'autre que vous la raconter. Bah, l'histoire, c'est de te fais pas bouffer avant. Mais exactement, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On revient sur ce qu'a Justement, dit. le temps du Jaguar. Mohamed, quel a été le déclic pour toi avant d'écrire ce livre? Le déclic, moi, tu sais, c'est. Des fois, j'ai des projets et j'attends avec le temps de faire les choses. Et j'ai commencé la boxe thaï en 78. Et je suis devenu champion de France en 82, champion d'Europe en 83, finaliste à Hong Kong en 84, champion du monde de boxe arabe en 90 à Casablanca. Ah, j'étais là. Et il était là. Et j'ai organisé des grands galas. Kaman, Krongsak, Samsung, Lamtai, Tekin, Jaïd, plein de grands champions. Et par la suite, moi j'ai publié ce livre, je suis nostalgique et je voulais rendre hommage à mon coach Roger Pachi, à mes camarades de Yamatsuki Gym et à d'autres champions de cette époque, des pionniers de la boxe thaï. Je dis tiens, il faut un jour que je fasse quelque chose pour cette époque. Et finalement, j'ai rencontré mon ami Philippe Mouton, on a discuté un peu de tout, de rien. Je lui ai raconté ma biographie, mon parcours sportif. Je suis un immigré, je viens du Maroc À 15 ans, tu es venu en France. à l'âge de 15 ans, le 21 mai 1972. C'était autre chose à cette époque, Paris. Et c'est là où tu as connu la boxe. La boxe, j'ai commencé en 74. J'ai commencé chez Jean-Paul Tonel, en boxe anglaise. J'ai fait une année, et après je suis parti faire la boxe chinoise à Pigalle, le Dragon Vert, je me rappelle toujours. T'as vu les premiers Bruce Lee? Et après j'ai De la mort. fait de la boxe française, la Cannes, etc. Et par la suite, je suis parti à Nanterre faire de la boxe française avec mon ami Quider. Et en 78, j'ai commencé la boxe thaï. Donc j'ai organisé, j'ai fait plein de trucs. Donc par la suite, j'ai dit tiens, pourquoi pas publier un livre avec mon ami Philippe Mouton. Et c'est fait. C'est l'éditeur de Lys Bleu, Le Ton du Jaguar. Et c'est très intéressant. Voilà, moi je Bien trouve sûr, pourquoi- je conseille de le lire, il est très le passionnant. Jaguar parce que c'était mon surnom sur le ring. D'accord. Et moi, Ok. Mohamed, tu aurais des anecdotes aussi avec un arme. Tu peux un peu plus développer s'il te plaît? ouais, j'ai plein d'anecdotes avec Bernadette Lafont, avec Professeur Charon, avec Aurore Clément, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo. On va passer d'acteur. T'as tourné avec eux? Non, Un petit peu. Jean-Paul Belmondo, oui, j'ai tourné avec lui, mais c'était par hasard, hein, Ah, Jean-Paul ok. Belmondo. J'étais au Hall avec un ami, il y a un pote de mon patron du théâtre Saint-Denis. Il m'a dit, Jamie, il y a Bébel, il a à Strasbourg Saint-Denis tourné un film. Il m'a dit, par contre, il y a Stéphane Ferreira avec Mousse. Tu sais, le Ouais, qui décidait, ouais. il faisait des films. Puis à son âme. Et Mousse, c'est- Mousse Diouf, non? Oui, Ok. et Stéphane Ferreira, je le connais très bien. Mousse Diouf, c'est ça? Ouais, oui, ouais, oui, il oui, joue l'acteur. Robin Condé. Même Le il est- composant père. Exactement. Ah oui, il avait les réservoirs. Ouais. Wow. Et donc j'ai dit à mon ami, tiens, viens, on va faire un tour. On est parti à Saint-Denis, on cherche, rue du Caire, je crois, à côté. Et bon, je vois une caravane et tout, je demande, me dit, ils sont là, tac, tac, qui sort René Château, ce qui fait la distribution des films de Belmondo.
Il m'a dit, ouais, je dis, monsieur René Château, je peux voir monsieur Jean-Paul Belmondo. Il m'a dit, c'est de la part du qui? Je dis, vous dites Jamie Box Thai. Quelques minutes, il sort, ah, salut, ça va, venez, on discute, il le filme. Je dis, vous avez besoin d'un garde du corps ou chauffeur? Il m'a dit, à quoi? Il m'a dit, j'ai pas besoin. Il m'a dit, je suis cool, moi. Je lui dis, toi, tu vas m'agresser ou tu vas avoir du mal? Je lui dis, non, ben, il m'a dit, tout le monde pareil. Donc, on continue à marcher et tout. Et t'as le responsable ou le caméraman, je sais pas. Il me dit, toi, tu te mets juste là derrière, les autres par là, par là. Et il m'a dit, tu prends ton pied et le pied derrière le mur. Et il me dit, quand il passe, il arrête la voiture, quand il passe vers toi, tu regardes un peu de cette façon, tu vois, un peu bizarrement. Et c'est la bonne scène, tu me vois dans le film. Voilà. Petite histoire. Et Mohamed, est-ce que tu as déjà eu des personnes qui sont venues te voir dans la rue en parlant de ton livre, par exemple, ça leur a apporté quelque chose de particulier dans leur quotidien? Oui, il y avait deux, trois personnes qui m'ont parlé, qu'ils ont acheté mon livre, ils ont trouvé ça très intéressant, mais franchement, c'est félicitations par rapport à ton parcours, par rapport à ta biographie. Il m'a dit, dommage, on n'a pas connu cette époque du palace, le privilège, le lombard à l'époque, le 7, la rue Anne. Anne Satan, ou je ne me rappelle plus. Et oui, c'était une belle époque. D'accord. Alors, changeons de sujet. Parlons de la jeunesse, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette génération? La génération actuelle, tu veux dire? Exactement, la génération qui est là. Qu'est-ce que Moi, j'ai pas d'enfant déjà. Quelle est la différence entre vous, nous, et cette époque? Déjà, on n'est pas tous de la même génération là autour de la table, même si on n'a pas trop d'écart non plus. Ouais. Ouais, nous, je crois, il y a moi et Souleymane, on est plus petite cinquantaine et grosso modo, 48, tu vois. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, j'ai pas d'enfant, donc pour commencer, c'est difficile d'avoir un avis vraiment sur la jeunesse quand toi, t'as pas élevé d'enfant et tout ça. Ce qui se passe autour de toi dans ton... Ouais, bah, qu'est-ce que je peux dire, moi? Je peux dire que, bah, déjà, il y a un truc qui est... Parce qu'on est tout le temps en train de décrier, tu sais, les réseaux, les machins et les trucs. Quand même, t'as vu, franchement, ça a permis quand même beaucoup de choses, Internet. Tu vois, nous, on n'avait pas Internet, quoi. Nous, on n'avait même pas de téléphone portable. Je me rappelle à l'ancienne, quand ils ont sorti les bebop, là, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, mais c'était magnifique. Ouais, non, bien sûr, non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a toujours ce clash de génération, machin et tout. Clair. Mais quand même, tu vois, je vois aujourd'hui, par exemple, moi, t'as vu, je suis très branché hip-hop, musique et tout. Tu sais, je vois aujourd'hui, je digue plus, c'est-à-dire je fouille pas pour chercher comme à l'époque je faisais, tu vois. Moi, je suis un peu ancien, je tourne avec les sons que j'ai énormément de disques chez moi et tout, donc je suis plus forcément à l'affût des nouvelles tendances, des trucs et tout. Mais ce que je vois, c'est que les jeunes maintenant, t'as vu, ils peuvent communiquer d'un endroit à l'autre endroit de la Terre, et en fait, les images, elles se diffusent et il y a beaucoup plus d'accès aux autres, en fait. Donc ça, c'est le bon côté du truc. Donc on va dire, cette jeunesse-là, la jeunesse d'aujourd'hui, elle a un angle d'ouverture, ou en tout cas la possibilité, tu vois, de voir le monde, mais vraiment avec, comment dire, en confrontant leur point de vue avec des jeunes de leur génération. Ils communiquent en fait avec des jeunes des autres pays et tout. Moi, je trouve ça formidable. C'est génial. Après, il y a un effet pervers à tout ça, c'est qu'on est dans une société de consommation de malades. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est devenu vraiment la référence absolue. Et maintenant, tu as vu, on te montre que la réussite, c'est seulement la thune, en fait. Et tu vois, la génération de mes parents ou de nos parents, il y avait la fierté ouvrière, par exemple. Tu vois, la fierté de rester, tu vois, droit dans ses bottes, faire partie du prolétariat, etc. Et tout. Maintenant, on dirait que la seule façon de réussir, c'est faire de l'argent. Et tu vois, je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est un petit peu... C'est pas question manque de respect, tu sais, on a la jeunesse qu'on produit aussi, hein, ça tombe pas du ciel. Hein. Non, c'est fermé. Ça tombe pas du ciel, en fait. Et du coup, ouais, ben, malheureusement, je trouve que bah, la jeunesse, elle subit de plein fouet ce capitalisme grimpant, là, et que bah, elle absorbe ça. Quand tu es jeune, tu absorbes un petit peu tout ce qui se passe autour de toi, et peut-être tu le manges, tu vois, tu le multiplies, quoi. Et donc, c'est vrai que... Qui sont autour des quartiers, vous pensez qu'ils sont investis? Les structures. Les Ah oui. structures comme Oui, les maintenant, je te laisse parler de ça. associations, comme les milieux sportifs. Bien sûr. Moi, je travaille dans le domaine de l'éducation. Et moi, sur Paris, ils sont... franchement, ils sont organisés parce qu'ils ont du fric. Et c'est bien ce qu'ils font. En banlieue, je pense qu'ils sont 10 fois plus forts parce qu'ils savent très bien que la structure... Le jeune en banlieue, il n'a rien. S'il part pas en vacances, maintenant, je parle pour avant, s'il part pas, il reste dans la cité. Ça veut dire que
par rapport à une association ou à un centre, comment on dit, comment on dit, Un centre de loisirs. un centre de loisirs. En banlieue, il y en a plein. Je pense qu'ils s'occupent il y a beaucoup d'éducateurs qui mettent en avant. Voilà. Non, je pense que l'enfant il est choyé. Sur Paris aussi, ils sont bien choyés aussi, mais je pense que pour les gosses, c'est pas mal. D'accord, c'est-à-dire Je que pense vous pensez que la justice, elle œuvre bien pour le. c'est le- autre En chose. fait, je pense qu'il y a C'est autre chose, certaines associations, elles ont un manque de moyens par rapport au projet voilà. qu'elles auraient à mettre en place. C'est-à-dire que là, dernièrement, on a fait un projet à Bondy qui traite de l'harcèlement scolaire, qui va sortir pour le mois de septembre. Euh, on l'a fait au collège Jean Zay. D'ailleurs, tu étais présent, Sofiane, tu as pu voir un Merci petit peu pour l'invitation. comment ça se passe. Euh, Au niveau avec l'association Bondy fait son film. Et qu'est-ce qui vous Les- avait fait le déclic pour. Alors, ça c'est comme on a commencé par des ateliers d'écriture. L'association Bondy fait son film avec la cité éducative de Bondy m'avait contacté pour intervenir au collège Jean Zay. J'ai fait des ateliers sur 5 semaines avec des élèves de 4e. L'idée c'était de développer une thématique qui est le harcèlement scolaire et de les faire participer à améliorer le scénario. Parce que Avec Kim de Bondy. avec Kikim de Bondy, Ouais, grande exactement. Et donc son association, on avait déjà travaillé à la Cité pour faire un court-métrage préventif sur le gaz de protoxyde d'azote, pour faire de la prévention sur ce sujet-là. Et suite à cela, on a voulu faire quelque chose avec la Cité éducative, avec vraiment un rendu professionnel. Parce que l'idée, c'était de... Je te coupe. Pour revenir, est-ce que tu penses qu'en banlieue, vous avez assez de moyens? Non, c'est ça justement que j'abordais, c'est-à-dire que c'est pas les idées qui manquent, c'est-à-dire que les idées, nous, on les a, mais c'est simplement que, justement, des fois, ce qui est frustrant, c'est qu'on a vraiment des idées qui ouvrent des champs d'horizon professionnels, Ok. sur, par exemple, sur des jeunes de quartier. Par exemple, au niveau de Bondy Nord, il n'y a rien pour les jeunes. Et s'il n'y avait pas l'association Akikim, Bondy fait son film, ben, là, ça a permis à des jeunes de quartier de voir comment ça se passe un tournage, comment ça se déroule. Et ça leur a permis aussi de participer Ah ouais. à un projet professionnel. C'est bien. Et ça a ouvert aussi des champs de vision sur des horizons professionnels, sur pourquoi pas je serais preneur de son, pourquoi pas je serais caméraman, pourquoi Ça pas les même fait- je serais ça les producteur fait- ou ça les fait réalisateur. rêver sur un métier aussi, Et sur des acteur, choses. et vous avez Et pris acteur. une fille, justement. Ouais, au collège même, vous Rabia, avez ouais, tourné, hein. Rabia et tout, parce que comment ça s'est passé, c'est que c'était vraiment une des plus motivées sur les ateliers d'écriture. Et C'est un casting on a. un peu que vous avez fait? Comment? C'est un peu un casting, Souleymane, que vous avez fait? Non, même pas. Au départ, en gros, c'est que moi, quand j'interviens sur des ateliers d'écriture, je n'impose jamais. En fait, je propose, c'est une collaboration D'accord. entre les élèves et moi. C'est-à-dire qu'en gros, faut que ça convienne à tout le monde. Et franchement, j'ai vu son talent de jeu d'actrice et j'ai vu sa détermination et j'ai dit, vas-y, Rabia, c'est carré, ça sera toi. Et il y avait Samina Seri aussi. Ouais, exactement. Et Comment s'est passée la rencontre? en fait, la rencontre, elle s'est faite par l'intermédiaire d'une émission que j'anime à Montfermeil. Ça s'appelle Radio TV, qui est sur Radio TV Kardèche. C'est le Don't Give Up Show. C'est un talk show justement qui invite justement des auteurs, des responsables politiques, des responsables associatifs, énormément de personnalités avec un parcours atypique. L'idée, c'est de faire une émission en fait qui parle de résilience et qui parle de parcours de vie et qui explique que parfois rien n'est facile dans la vie, mais avec la résilience, on arrive à faire de grandes choses. L'idée, c'était, d'où le nom de l'émission, le Don't Give Up Show, jamais abandonner. Et à travers, en fait, pendant le Ramadan, moi, j'avais fait un off sur l'émission. Et j'ai vu qu'en fait, Samil était venu pour faire une émission. Et moi, j'étais en phase d'écriture et je me suis dit, plutôt que de prendre une mère de famille qui élève seule ses enfants, je voulais un petit peu casser le schéma habituel et de me dire que des fois, il y a des bons pères de famille qui élèvent seuls leurs enfants. Et donc, je me suis dit, franchement, grand acteur,
pourquoi pas justement voir avec, avec la maison de production et partir sur ça et ça s'est fait comme ça en fait. Ouais, bah, c'est super. D'accord. Et ça va, elle a été accessible directement? Ouais, franchement, et puis il était vraiment très sensible Au sujet. au sujet et Ouvert. très grand acteur Ouais. et à la fois J'ai pas lu, ouais. et vraiment il y a des scènes qui sont vraiment chargées d'émotions et qu'il a fait. Franchement, j'ai travaillé avec plusieurs acteurs pour différents projets cinématographiques et vraiment on voit quand le talent il s'exprime, franchement c'est du lourd. Ouais, franchement, ouais, c'est Non, un franchement, monstre c'est du dur. cinéma. Justement, j'ai une anecdote à ce sujet. D'ailleurs, je passe le bonjour à Hamza qui a fait le montage. Plusieurs fois, il faisait le montage et quand il faisait le montage, je ne vais pas spolier la scène, mais il y a une scène qui est vraiment très chargée en émotions et limite, il avait envie de pleurer quand il faisait le montage. Et donc, du coup, je me dis, ouais, c'est exactement ça. Vous êtes dans la bonne lignée. Exactement. Bah après, nous, de toute façon, que ce soit la littérature et le cinéma, on a toujours voulu faire en fait des histoires qui parlent aux gens et qui développent aussi qui transmettent des émotions et des messages forts. Tout le temps rester dans quelque chose d'humaniste et quelque chose de transmission de messages positifs et d'utilité publique. Toujours comme ça. Et Souleymane, comment tu fais pour être multifonction comme ça? T'as un coup Moi, de j'ai sens. l'esprit fertile parce que c'est mon entourage qui veut ça. Et puis après, c'est comme ça. C'est Tu fais de la radio, ouais, t'es écrivain, ouais. t'es scénariste. Je suis consulting aussi en scénario. Et pourtant, c'est pour ça que je dis aux jeunes, ça veut rien dire le schéma du parcours scolaire. Moi, j'ai arrêté en sixième, Qu'est-ce qui t'a l'école. donné envie de faire Je crois même pas que cette, j'étais jusqu'au bout de la sixième. Pour moi, c'était prison break, l'école, tu vois. Et tu vois, Et comment t'as commencé la radio, Souleymane? j'ai commencé la radio par le biais Prison break, il t'a dit. ça fait un peu plus d'un an. Il y avait une émission Radio Fréquence Paris Pluriel qui avant était sur l'avenue du président Wilson à Saint-Denis. J'écoutais souvent ces émissions-là et comme je le disais précédemment, il y avait pas trop d'émissions de littérature. Et je me suis dit, avant, à Sarcelles, il y avait un concept qui s'appelait bibliothèse. Je ne sais pas si tu avais connu. C'était au quartier des Lochères et tout. Ouais. Et ils invitaient en fait des auteurs au Fouquet. C'est un bar qui est dans une cité à Sarcelles. Et ça donnait la possibilité aux auteurs de présenter leurs ouvrages et de le défendre face à un Ouais, public. C'est Nabil qui, C'est Hossein et Inan. ouais, qui avait fait ça. Le fondateur, c'est Nabil. Ok. Ouais. Ok. Ouais, je l'ai vu en plus récemment. Ouais. Et je trouvais que c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite. Parce que tu es face au public, tu parles de ton ouvrage, et en gros, c'est quelque chose de très proximité, et une grande proximité avec le public. Donc pour moi, ça m'a parlé, et je me suis dit, ce serait bien de faire quelque chose qui donne justement un écho, un haut-parleur aux auteurs contemporains, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et on dirait que leur qualité d'auteur n'est pas assez mis en avant, selon moi. Donc après, c'est comme ça qu'est Non, née mais la plume des quartiers. C'est pas que c'est pas mis en avant, c'est qu'ils n'existent même pas. Moi, tu sais, moi je me rappelle, moi, j'avais de la famille ici, bon, pas à leurs âmes, mes grands-parents à Nation, et je suis toujours monté et descendu. C'est-à-dire, j'ai dit en haut, en bas. C'est-à-dire, quand je montais chez ma grand-mère, je disais en haut, et après je redescends à Sarcelles en bas. Ça a fait une chanson en plus. En haut, en bas. Tout est donné pour le haut, et le bas, on n'hésite pas. Le peu que tu avais, tu descends en bas, tu te dis, tiens, j'ai des galets, ceci, ça. Et ça fait des choses. Ah, mais justement, ce qui est bien, C'est l'assiette. ce qui est bien avec L'assiette et la chaise. ta maison d'édition, c'est que tu vises à inverser la tendance. Ça veut dire que là, justement, tu as compris en fait qu'il y avait ce manque-là. Et ce qui est intéressant dans le projet à Jean-Marc et à Joseph, c'est que justement, ils tendent à justement répondre aux besoins des auteurs contemporains. Demain, il y aura une possibilité justement d'expression écrite. Et je pense que ça va faciliter les jeunes vers la Je suis lecture. d'accord avec toi. Mais maintenant, si on revient dans le système parisien, il y a différents auteurs.
toi, si tu habites Paris, intramuros, du moins, t'es Ouais, je suis dans le parisien, 19e, moi. Ouais. Quand tu regardes Paris, il y a ils ont accès sur des écrivains de banlieue. Sauf c'est des écrivains qui ont fait des facultés, ou ceci, ceux-là, qui ont des diplômes, qui sont bien, et qui sont arrivés à pouvoir parler le français correctement, bourgeoisie, et j'ai les chaussures noires, boots et tout, il n'y a pas de pli. Ok, si tu veux lécher le cul du truc, bon, c'est ton problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord, si t'es arrivé comme ça, moi, j'arrive pas. J'ai essayé de rentrer dans le 16e, de doigts coupe fin Raider qui capte, j'arrive pas. Moi, je veux que tu m'acceptes comme je suis. Mais c'est dur. Ouais, tu veux pas te Parce que travestir. Nous, il y a ces écrivains-là, Rebeu, Renoir, qui arrivent à monter, sans donner leur cavu ou leur cul, tu vois. On parle citant maintenant. Ça, bon, voilà, ok. Ils ont réussi, les bourgeois, les Indiens, celui-là, il parle bien français. Celui-là. Mais si toi, t'arrives, tu commences à dire ta mère, cela, ou 93, 95, 95, on a la passe, comme je veux dire, ce qui se passe dans 93, tout de suite. Tu vois. Alors là, celui-là, ça veut dire c'est celui-là qui mange peu, qui a entendu des trucs, il sait pas, tu vois. C'est la sous-merde. Et la sous-merde, c'est nous. Les sans-dents, les sous-merdes, et tout ça, c'est ceux-là qui écrivent, c'est nous là, hein, qui n'ont pas écrit, qui n'ont pas été diplômés, quoi que ce soit. Qu'est-ce que je vais me faire chier avec celui-là? Il va me ramener du papier toilette. Qu'est-ce qu'il va me ramener d'autre? Des trucs comme ça. Et ben maintenant, ils vont. Qu'est-ce qu'il va faire le bourgeois? Ah non, on veut plus de l'autre BTSG ou Masterclass ou ce que tu veux. J'aime bien la sous-merde là. Hein. Après, ça dépend, ça peut plaire comme ça peut pas plaire. Hein. Non, Après, mais, ça veut rien dire de- oui, je suis d'accord avec toi. Mais ça peut plaire maintenant, ce qui se passe avec nous là, les sous-merdes là, qui écrivent. Ça peut être intéressant, parce que ça, c'est eux, ils apportent vraiment la vérité, parce qu'ils n'ont pas léché, ils n'ont pas suivi à dire des super belles phrases. Des super belles. Moi, je peux pas dire. Toi, tu parles super bien, parce que tu as appris ce parisien. Moi, comme je t'ai dit, je suis Voilà, pas. Tu parles bien, mais moi, je peux pas écrire un livre ce que je n'ai jamais vécu, ce que je n'ai pas dit. Tu m'entends, je descends à Sarcelles, je dis alors nous venons tous là, on était là ensemble, les amis. On n'a jamais. Je peux pas me permettre de raconter ça, les gens vont se foutre de ma gueule. Jean-Marc, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, tu seras pas crédible. Je suis pas crédible, les mecs ils me connaissent tous. Le mec il a traîné comme un linge partout. D'un seul coup il change, il met tout un costume. D'où le titre Une vie de chien. Bon, Et ça si peut c'est être une bien. évolution de ta part. Ah bah Pourquoi les l'évolution. jeunes ils n'arrivent Eh pas à ben, accepter que eh ben des là, fois je- le vocabulaire est Eh peut ben tu sais changer quoi, dans la je fais vie. du théâtre, je fais Tartuffe. Tartuffe. Voilà, je monte sur une scène, Bien. C'est très bien. Ouais. Non mais bon voilà, il faut accepter. Il faut accepter que je suis un chien, voilà, un chien gentil toutou. Mais voilà quoi, j'ai pas envie de perdre l'école. Non mais moi je le rejoins sur la manière de artistiquement ou même les codes qu'on a, c'est jamais se travestir, c'est-à-dire toujours faire en fait quelque chose qui nous ressemble. Ouais, Ne ouais, ça, c'est jamais, la base, C'est ça. Ça, c'est la base. tu vois, Et depuis c'est-à-dire que que c'est ça, depuis que je suis à Paris, j'ai vu des quenous. Comme toi, t'as vu, t'es droit, bien, oh là là, posé. Tu vois, c'est bien de voir ça parce que ça nous change. Parce que nous, on voit des mecs comme ça, mais bah viens, on va faire un cache-bras. Tu vois, viens, on va fumer un tarpé ce soir, voilà. Parce que sinon, à 10h, on finit à la hache. Je peux faire les deux. Voilà. On finit à la hache à 11h parce qu'on s'entend Même les plus. grands écrivains, ils fument du hashish. Ah hein. oui, Ils boivent de l'absinthe. Et, Ouais, ça. ben voilà. Et comment tu fais maintenant pour l'inspiration? Tu fumes la journée de non, savon? moi Ah, c'est regarde, j'en parlais dans l'émission La Plume des quartiers, tu vois, tu te rappelles le sampling, Bah ouais. tu vois, Bah, les mecs gars, je m'en qui fous, sont, parce que- tu vois, ça veut dire que tout peut t'inspirer en Ouais. vrai, tu vois. Clairement. Tu vois, là, dernièrement, j'ai écrit un court-métrage sur les violences animalières. Et en fait, c'est un chien de mon quartier, un pitbull de mon quartier, qui m'a inspiré à écrire ce court-métrage, tu vois. Un humain ou un chien? Non, un chien. Ah, Un chien. Et en fait, Moi aussi. et en fait, à la base, c'est pour faire de la prévention sur la violence animalière, mais en fait pour parler justement des conséquences de la violence, aussi bien sur un animal que sur un humain. Parce que le chien, il va être amené à rencontrer un jeune qui a subi des violences conjugales, familiales, pardon. Donc du coup, par rapport à ça, tout peut t'inspirer en fait. Ça dépend Ouais. comment commenter, Mmh. tu vois. Mais après, Ah, l'inspiration, c'est ce qui coûte le plus cher pour un écrivain. Et surtout pour nous qui n'avons pas d'oseille.
moi, je suis parti, j'ai fait un peu de voyage. Et franchement, ça m'a réveillé sur plein de choses. Ah, on disait le voyage Ouais, forme c'est important, sûr. ouais. sérieux, c'est vrai, mine de rien. Bah, c'est sûr ça. Moi, j'ai pas fait grand chose, t'es allé aux États-Unis, voilà. Mais le fait de partir, de découvrir Changer de cadre quoi. de peuple, Ouais, des gens, exactement. ceci, cela, des attitudes, Mm. c'est clean. Tu reviens, tu te sens plus posé pour écrire, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que au départ, quand tu commences à écrire, et t'as pas pas de fric, mais tu économises pour pouvoir voyager, mais quand tu commences à écrire, la seule inspiration qu'on a, nous, c'est le ouinge, le joint. Ça te permet de t'évader 5 minutes et revenir sur la page. Mais comment... Alors, en plus, moi, j'écrivais sous joint et musique. Ça veut dire que Mais ça donne des idées. ça me tu sais, quand donnait, tu voilà, filmes des jours, c'est. ça me donnait une inspiration. Pour ma part, t'as Ça, vu, c'est- j'ai pas. Ça c'est vieux comme le monde. Pour Ça, ma c'est- part, j'ai pas Non mais ça besoin. c'est vieux comme le Ouais. monde. C'est là Toi, on est en... comment t'as fait Là, on est en train de parler de la création, de la créativité, mais ça c'est vieux comme le monde. Comment Non mais la créativité en vérité c'est mystérieux. Mm. C'est pas des maths. Donc t'en as, ils vont avoir besoin de stimulants, comme tu viens de dire. Ouais. Ça c'est vrai pour les écrivains classiques. Mhm. Les écrivains classiques, t'en as, ils buvaient de l'absinthe, comme je disais tout à l'heure. Vous avez besoin d'être dans des paradis artificiels et tout. Puis t'en as d'autres, ils n'ont pas besoin de ça du tout. C'est la même chose pour la musique. Mhm. C'est vraiment question de chaque personne, de Ouais, comment il est exactement. construit, Je pense que- son appréhension par rapport à ce qui l'entoure, etc. Mais est-ce que... Il n'y a pas de Est-ce que tu technique penses que- miracle. Moi, par exemple, tu as vu, j'écris, je suis Ouais, t'es droit. je suis pas fonce-dé, au contraire. Tu vois, je suis calé, je suis posé. Tu vois, voilà, et voilà, j'ai l'inspi parce que je sais sur quoi je vais écrire et tout, mais j'ai pas besoin d'un stimulant. Mais c'est encore une fois, c'est moi. Encore une fois, c'est moi. C'est pas, tu vois, c'est pas. Chacun après, c'est à sa sauce en vérité. Ouais, Mais ouais, c'est attends, je clair. vais te dire un truc. Moi, je te dis franchement, à un moment donné, quand j'ai commencé à écrire, j'étais sur porno. Attends, j'étais sous le porno. Ah, j'étais addict du porno. Il fallait que j'étais. Ah ouais, le porno, il m'a rendu inspiration. Ça veut dire que là, c'est bien, les gars, on commence comme ça, tranquille. Mais je vous dis franchement, là, c'est petit, mais un jour ou l'autre, si on s'agrandit, ce serait bien de faire des dédicaces, mais avec des meufs qui dansent en même temps. Ah ouais. Tu vois, Je sais pas, moi, c'est pas Non, pas moi, forcément ce Bon, que je cherche, après, moi. moi, après, Ouais, après, mais- c'est pas. Mais c'est notre. Oui, mais pas c'est notre forcément. délire. Moi, j'ai Tu pas. veux, tu veux qu'on se fasse tirer Chacun sous le fusil à pompe ou quoi? Non, mais sérieux. J'ai pas envie de partir sur un plateau littéraire. Il y a Comme le à la petit fils télé. de Tu vois professeur Chaud. Ah ouais, voilà, on va ramener le professeur Le Chaud. professeur Choron Non, de mais- Sarcelles. Eh, Ah ouais. non, on peut faire une dédicace, des livres, et d'un seul coup, des filles qui apportent des filles là, l'autre il est là, tu vois. Chacun sa définition, t'as vu, moi je suis pas dans ce créneau, Tu frérot. vois, ça c'est top. De béton et de plumes. Ah mais ça fait mal quand même de le dire. Il y a C'est Mathilde mal- qui t'a- Non, je rigole. Non, mais- Recadre le bail. Non mais c'est vrai, là c'est vrai qu'on va tomber, si on continue, on va tous tomber dans la bourgeoisie bientôt. Même si on aura notre costume de racaille, mais on sera là, ouais. J'ai pas envie de faire mes codes, franchement, j'ai pas envie de faire Puff Daddy. Mais on peut faire souhaites des pas, petites frérot. soirées tranquilles. On te souhaite pas. Personne te souhaite ça. Ouais. Mais il va sortir. Hein. Ouais, écoute, Trump il a signé. Il a dit. c'est qu'une question de bif. C'est qu'une question de bif. Non mais bon, voilà. Non mais c'est vrai qu'il faut rester cool quoi dans cette histoire-là. Faut pas. Même si tu prends. De toute façon dans le livre, on mange pas. Mm. Tu prends pas de thunes. Après, ça dépend si tu Après, écris des ce que- histoires d'amour Pour parler pour les de romans de code, gare, tu fais des romans pour de gare. parler de code, Ah oui. ce qui est bien, c'est que, bah, tu vois, de partir sur justement des maisons d'édition qui font en tout cas faire venir des différents auteurs avec leurs histoires et qui gardent leur intégrité pour raconter en fait le style de vie qu'ils peuvent avoir. Après, ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'il y a des maisons d'édition comme Calam Édition sur lesquelles je peux aussi Ah oui. collaborer sur des écritures de films. Parce Dédicace que, à Miloudi. ouais, dédicace à Miloud. Ce qui est intéressant, c'est que le parcours de vie de tout à chacun, il est différent. Mais après, l'idée, c'est comme disait Jean-Marc, c'est de faire exister les histoires Ouais. en restant intact, en gardant ses codes. Ouais. Et puis ça plaît, ça Après, plaît. si tu prends de l'oseille dans le bouquin, ton livre il se vend bien, t'es heureux. Mais après, c'est toujours pareil. Hein. On pourra pas toute notre vie écrire des histoires de rue. Il y a tout, c'est comme il y a toujours un renouvellement. Il y aura toujours des écrivains, Ouais, des jeunes qui vont bien écrire. sûr. Après, toi, moi personnellement, j'ai écrit les 3-4. Il y en a une, c'est Mafia, parce que j'ai fait une connerie avec des Yougoslaves, c'est une connerie. Mais après ça, je te dis franchement, j'arrête. Je fais un livre d'amour.
Un livre. Après, c'est très bien. Mais les ouais, feuilles vertes, c'est bien, c'est ton évolution en tant Voilà. qu'auteur, tu vois. J'ai aimé les feuilles vertes. Ouais, mais il faut pas Euh, avoir l'idée dès le départ de gagner de l'argent si tu comptes. Non, gagner de l'argent l'écriture, dès le c'est une départ, passion. Moi, c'est une passion, c'est ça reste pas une la peine. passion. Faut déjà. C'est pas- Le pas truc la que peine j'ai appris, d'écrire, hein. le truc que j'ai appris, que j'ai aimé moi dans mes après-midi dans l'écriture, c'est les jeux de mots. Quand tu trouves un truc qui est super bien, tu arrives à faire fonctionner une super phrase et tout ta page elle est nickel. Tu te dis oh putain, tu la relis, tu te dis ah ouais top. Ça c'est pas mal. Les figures de style. Ouais. Là tu te dis t'es bien, c'est clean. Donc du coup, je représente mon livre, donc c'est De béton et de plumes, donc Amady Guella, De béton et de plumes. Il est sorti le 2 mai chez Hello Édition, on le trouve partout en commande. C'est un bouquin qui se passe, on va dire, c'est des histoires de vie, des brèves comme ça de vie, qui se passent entre Paris et la banlieue. Donc c'est des personnages qui vont subir des situations un petit peu anxiogènes, qui vont être soumises à la discrimination au travail, au patriarcat, la gentrification, Paris, la banlieue, Paris. Et il y a toute une galerie de personnages comme ça qui se croisent ou qui a des destins parallèles ou communs, quoi, disons. Et donc voilà, c'est mon premier roman, il est disponible depuis le 2 mai. Donc la suite pour moi, c'est déjà de faire vivre ce roman. Donc là, le 5 juillet, je serai à l'événement Favela Expo Innovation qui se passe au Théâtre de la Concorde. Et puis sur la rentrée, je pense que je vais faire des petites rencontres en librairie. Enfin, on va continuer à faire vivre ce bouquin. Et puis il y a le deuxième qui est en train d'arriver, là, qui est en train de s'annoncer dans mon crâne. Donc je pense que je vais commencer l'écriture cet été. Il y aura Voilà une pour séance moi. de dédicace Hmm. Il y aura une séance de dédicace Là, de programmer tout de suite, il n'y en a pas, il y en a eu. D'accord. Mais il y en aura, c'est sûr. D'accord, donc tu en as déjà fait. Ouais. Et quelle est l'expérience que tu as quand tu signes un autographe sur ton livre? Bah, franchement, t'as vu, c'est pas ça qui va me faire rentrer en transe, hein. Moi, c'est des rencontres. C'est toujours cool de partager en fait son bouquin avec les gens. Mais moi, ce qui m'intéresse en vérité, c'est le retour. Ça fait partie du retour parce qu'ils viennent te voir. Ouais, pour mais, leur signer une mais ce dédicace. moment, moi, je suis pas trop sur ces trucs-là. Tu vois, le truc solennel, machin, je dédicace, je le fais, y a pas de souci, c'est un échange. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le retour. C'est le vrai échange. C'est l'échange au moment où les gens ils lisent le bouquin, qu'il y a un retour et qu'on peut discuter du contenu. C'est Tu vois, l'analyse de ton écriture. Ouais, c'est à la limite, tout ça, tu vois, c'est du papier, c'était. Et Voilà, pour toi, c'est c'est pas une forme de reconnaissance quand on vient te demander une signature pour, Moi, la reconnaissance, elle vient au moment où on discute de l'ouvrage quand on l'a lu. Parce que tu as vu, s'il finit sous une corbeille de fruits ou sous une commande de télé, ça m'intéresse pas en fait. Moi, ce qui D'accord. m'intéresse, c'est qu'on discute du contenu. Tout le reste, c'est du décorum en vérité, hein. La couverture, tout ça, c'est du papier. Ce qui est important, c'est la gamberge qu'il y a eu derrière et puis ce que ça inspire aux gens, quoi. C'est vraiment là, je pense que le truc qui est vraiment agréable ou kiffant, la vraie réussite, c'est quand tu as réussi à toucher les gens, quoi. Tu vois, parce qu'il y ait de l'émotion quand ils lisent, quoi. Voilà, c'est ça qui m'importe en tout cas. Bah, merci Amady, en tout cas félicitations. Merci à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses pour Merci beaucoup. ton prochain livre. Merci beaucoup. On attend impatiemment. Celui-là déjà. Ouais, Et puis on va essayer de continuer, ouais. Voilà. d'accord. Et Soleiman, quels sont les projets à venir pour toi? Alors, moi, je vais parler juste rapidement du livre Jusqu'à la mort du franc CFA. L'histoire, en gros, c'est l'histoire d'un fils d'un économiste, en fait, qui découvre, en fait, que sa mère lui a menti sur l'assassinat de son père et découvre, en fait, la réalité des prises de position politique contre la servitude monétaire. Et à partir de cet instant-là, justement, cet enfant-là reprend le flambeau du parcours politique de son père. Et c'est un livre en fait qui aborde le mercenariat qu'il peut y avoir en Afrique, la manipulation qu'il peut y avoir autour de justement la servitude monétaire. C'est un sujet que j'ai voulu aborder parce que chaque pays devrait avoir justement, il doit avoir son indépendance monétaire pour pas que justement son système politique ne soit dépendant d'un autre pays. C'est comme si on disait par exemple à Macron demain de faire fabriquer l'euro à Bamako ou à Casablanca. Du coup, il l'accepterait pas, donc il ne faut pas qu'il puisse en fait l'imposer aux Africains. Donc je pense que c'était important d'aborder ce sujet-là. Les projets à venir avec Calam Édition, ça va être un livre qui s'appelle Froid comme la morgue. C'est un thriller psychologique qui est très haletant, que je voulais justement faire en long métrage, mais avant j'ai voulu le sortir en version d'ouvrage littéraire. Ça va sortir d'ici un mois chez Calam Édition et les gens pourront le retrouver.
Et en fait, ça raconte en fait l'itinéraire d'un sans-abri en fait qui est victime en fait qui est témoin d'un meurtre et qui justement à travers ce qu'il a pu voir, il y a toute une histoire en fait qui en découle par rapport à ça. Et pourquoi j'ai voulu en fait aborder la misère sociale et aussi ces conditions de vie des sans-abri, c'est que malheureusement ça fait partie des réalités quotidiennes qu'on peut voir où beaucoup de mineurs à la rue ou beaucoup de personnes qui sont délaissées par le système. Et je trouvais que c'était intéressant justement de partir sur un thriller psychologique pour raconter des parcours de vie avec des personnes en grande détresse. D'accord. Et sinon, bah, on me retrouve dans l'émission Le Don't Give Up Show et tous les troisièmes jeudis du mois sur Radio Fréquence Paris Pluriel dans l'émission La Plume des Quartiers. 106.3. 106.3 Et Warning, tous les il sort jeudis. quand, s'il te plaît Warning, il sort, Inch'Allah, au mois de septembre avec l'association Bondi fait son film, Mamadou Traoré et toute l'équipe, quoi. D'accord, ok. Et Jean-Marc, pourrais-tu nous en dire plus un peu sur la suite? Voilà, Invitien 1, bah nous on va le produire avec l'édition, les éditions de la rue. On va pouvoir au moins le faire partager à beaucoup plus de monde, avoir un large public. Et pour revenir à ce livre, quand tu me disais tout à l'heure, est-ce qu'un enfant peut, est-ce que c'est pour un enfant peut le lire ou toi ou moi par rapport à mon vécu, moi j'ai eu un enfant peut le lire, mais moi comme c'est moi qui l'ai vécu et comme moi j'étais sur un parcours depuis que je suis petit, on m'a dit lève-toi, ouvre les yeux, hop, boum. Sauf que ceux qui m'ont dit ça, c'est les nazis. Parce que je porte un nom allemand et j'ai pas la même route que la route que j'ai prise. Elle était pas bonne déjà dès le départ, parce que je me prenais pour pas un skinhead, mais je me prenais pour quelque chose. Parce qu'il y avait un truc qui m'appelait. Et je suis parti, j'ai dit non mais je vais lire ou quoi. Et voilà. J'ai tout enlevé. J'ai pas enlevé mon bras gauche, hein. Je porte le bras gauche de mon frère, hein, de mon père. Mais voilà, c'est un parcours à ne pas à lire, mais à s'identifier, j'en sais rien. Tu voulais partager ton expérience? Ouais, en le faisant lire. Faire comprendre qu'il y a des gens qui essaient de faire avancer les choses pour le peuple du bas. Et maintenant sur la province aussi, parce que maintenant Marseille et les autres ça bouge mal. C'est surtout ça l'histoire. Maintenant, si je peux apporter quelque chose, je continuerai. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marc. Voilà. Merci de ton intervention. Mohamed Jami. Et Mohamed, bien sûr, Jami. Oui, Voilà, on l'a dit tout à l'heure, tu es dans le milieu sportif. En tout cas, tu étais champion de monde et d'Europe. Et qu'est-ce que tu envisages pour la suite? ben, pour le moment, par rapport à la publication de mon livre avec mon ami Philippe Mouton, Le Ton du Jaguar, donc moi je raconte un peu les années 70-80, la vie parisienne, il y a des nostalgiques, il y a le palace, le privilège, des acteurs que j'ai connus, donc et par la suite, j'ai un projet d'organiser un gala de boxe thaï. Et aussi, j'ai fait un manuscrit, donc j'ai confié à mon ami Souleymane. J'espère qu'on peut faire quelque chose ensemble. On a déjà fait le synopsis, là. Je suis content de sa rencontre. Bon, voilà, et j'espère que par la suite, on verra. Le temps nous dira ce qu'on peut faire par la suite, Inch'Allah. Exactement. Inch'Allah. C'est une belle histoire. Moi je l'ai pas lu, mais il faut que je lise. Moi, je l'ai lu, franchement, ça à lire. Très bon livre. C'est bien, c'est un bon Très livre. bon livre. Faudrait que t'en déposes à la librairie. Si tu peux en déposer, on peut te le Ben, j'ai rien, c'est pas moi qui s'occupe, c'est l'éditeur. Et l'éditeur, la dernière il faut qu'on te les achète. La dernière fois, on a été voir à la FNAC, donc ils l'ont, mais il n'est pas dispo parce que on attend que l'éditeur Le Lys Bleu signe un contrat avec Hachette Livre. Donc, Pour la distribution. pour la distribution. Donc on attend, je sais pas, ils nous ont dit 2-3 semaines, on attend quand ça vient. Et pour les dédicaces, sûrement, ça va être sûrement à la FNAC.
Renseigne-toi bien sur. Ça, après, c'est en off, c'est pour nous ça. Ok. Et ben sur ce, hein, les Et ben, gars, en tout cas, je tenais à vous remercier. Ben, beaucoup merci à d'avoir vous tous. partagé votre Bye. expérience. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. On peut vous applaudir.